les enfants du général Lee, un destin extraordinaire après la guerre de sécession. Aucune des 4 filles de Robert Lee ne s'est jamais mariée. L'une d'entre elles fut même arrêtée pour avoir refusé de céder sa place dans un tramway ségrégationniste. Les destins des 7 enfants du général Lee ont pris des tournures inattendues et fascinantes. Du fils devenu président d'université qui poursuivit le gouvernement américain en justice, à la fille qui parcourut le monde et vécut jusqu'à la Première Guerre mondiale, découvrez ce que devinrent les héritiers Lee après la guerre civile. George Washington Custis Lee, l'héritier du devoir, né en 1832, Custis portait le prénom de son grand-père maternel George Washington Parke Custis, incarnant ainsi les prestigieuses lignées Washington et Lee. C'était un jeune homme sérieux et studieux qui, comme son père avant lui, termina major de sa promotion à West Point en 1854. La guerre et ses conséquences. Lorsque la Virginie fit sécession, Custis suivit l'exemple paternel en démissionnant de l'armée américaine pour rejoindre la Confédération en 1861. Durant la guerre, il servit principalement à Richmond, devint général confédéré et fut nommé aide-de-camp du président Jefferson Davis. Dans les derniers jours du conflit, il commanda les troupes lors de la défense désespérée de Petersburg et Richmond avant d'être capturé à Sailor's Creek, quelques jours seulement avant la reddition de son père à Appomattox. L'après-guerre plaça Custis face à un monde radicalement différent. En 1871, il succéda à son père comme président du Washington College à Lexington en Virginie. L'établissement fut plus tard rebaptisé Washington and Lee University en l'honneur de son père. Custis dirigea l'université pendant 26 ans, maintenant le lien familial avec l'institution et formant une nouvelle génération. L'un des chapitres les plus spectaculaires de sa vie d'après-guerre fut la bataille juridique pour récupérer le domaine familial d'Arlington. Dans les années 1870, il poursuivit le gouvernement américain, arguant qu'Arlington avait été confisqué illégalement pendant la guerre. En 1882, dans une décision historique, la Cour suprême lui donna raison par 5 voix contre 4. Cette victoire permit à Custis de récupérer techniquement le titre de propriété d'Arlington et des 450 hectares environnants, devenu entre-temps le cimetière national d'Arlington. Bien entendu, le domaine était désormais un lieu sacré abritant des milliers de tombes. Custis n'avait aucune intention d'expulser les défunts. En 1883, il accepta un arrangement. Le gouvernement américain lui versa 150 000 $, une somme considérable à l'époque, en échange de la propriété. Malgré ses fonctions publiques, Custis demeura un homme réservé, presque timide. Il ne se maria jamais et n'eut pas d'enfants. Dans ces dernières années, il vécut une existence tranquille, s'installant chez la famille de son frère cadet Rooney dans un domaine champêtre appelé Ravensworth. Lorsqu'il décéda en 1913 à l'âge de 80 ans, ce fut la fin d'une époque. Il était le dernier général confédéré survivant de la famille Lee et l'un des derniers liens avec le monde de l'aristocratie virginienne d'avant-guerre. Custis fut inhumé avec sa famille à Lexington, ayant consacré sa vie au devoir, à l'éducation et à la préservation de l'héritage paternel. Mary Custis Lee, l'aventurière rebelle, née en 1835 et prénommée comme sa mère, Mary avait 25 ans au début de la guerre civile. Elle partagea les convictions sudistes de ses parents, mais sa vie prit une trajectoire bien différente du chemin traditionnel du mariage et de la domesticité attendue d'une débutante virginienne du 19e siècle. Mary devint une femme indépendante et plutôt non conformiste pour son époque, passant une grande partie de sa vie à l'étranger, loin de la Virginie familiale. Durant la guerre, elle et ses sœurs firent ce que faisaient beaucoup de dames sudistes. Elles se portèrent de volontaires dans les hôpitaux et cousèrent des chaussettes pour les soldats confédérés. Après la guerre, Mary hérita de la fortune Custis. Une fois le gouvernement fédéral ayant versé l'indemnité pour Arlington, elle se retrouva avec des fonds personnels considérables. Dès les années 1870, Mary accomplit quelque chose d'audacieux pour une femme de son époque. Elle devint une voyageuse internationale. Le tour du monde, restée célibataire et refusant de se conformer aux attentes sociales, Mary utilisa son héritage pour entreprendre de vastes périples à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et au-delà. Elle visita l'Angleterre et obtint une audience avec la reine Victoria, rencontra le pape Léon XIII à Rome, parcourut la Terre Sainte et explora des contrées lointaines comme l'Égypte, l'Inde, le Sri Lanka, la Chine, le Japon et l'Australie. Mary adorait l'aventure et appréciait manifestement la célébrité que lui conférait son statut de fille du général Lee. L'esprit indépendant de Mary se manifesta également de façon plus discrète. En 1902, alors qu'elle était de retour en Virginie, Mary Custis Lee, alors âgée de 67 ans, fut arrêtée, un incident qui fit grand bruit. Le motif ? Elle avait refusé de quitter la section réservée aux Blancs d'un tramway ségrégationniste à Alexandria, choisissant de s'asseoir avec sa servante afro-américaine. C'était des décennies avant Rosa Parks. Les lois Jim Crow étaient en vigueur et la défiance de Mary était très inhabituelle pour une personne de son milieu. L'arrestation fut controversée
est même utilisé par certains comme argument en faveur de la déségrégation, bien que les historiens débattent encore des intentions de Mary. Prenait-elle position pour les droits civiques ou résistait-elle simplement avec obstination à quiconque lui dictait où s'asseoir? Mary Custis Lee ne se maria jamais. Elle valorisait sa liberté et estimait peut-être que le mariage serait un piège pour son esprit indépendant. Elle passa de longues périodes éloignée de sa famille et n'assista même pas aux funérailles de ses propres sœurs ou de ses parents, étant souvent à l'étranger lors de leur décès. En novembre 1918, alors que la Première Guerre mondiale touchait à sa fin, Mary Custis Lee mourut à 83 ans dans une station thermale à Hot Springs, en Virginie. Remarquablement, elle vécut assez longtemps pour voir le monde de son père se transformer en 21e siècle moderne. William Henry et Fitzhugh Rooney Lee, le cavalier résilient. Né en 1837 à Arlington, Rooney hérita d'un double héritage de sang virginien distingué. Il portait le nom de la famille Fitzhugh de sa grand-mère maternelle et comptait parmi ses ancêtres Light Horse Harry Lee, héros de la guerre d'indépendance. Malgré cet arbre généalogique illustre, Rooney était connu pour être facile à vivre, jovial et l'un des plus sympathiques des enfants Lee. Dans les années 1850, le jeune Rooney goûta à la vie du Nord en fréquentant l'université Harvard. Mais l'académie ne retint pas son intérêt. En 1857, avec l'aide du général Winfield Scott, Rooney obtint une commission dans l'armée américaine. Bientôt lassé de la vie militaire en temps de paix, il démissionna en 1859 pour s'installer comme gentleman farmer. Il épousa Charlotte Wickham cette année-là et son grand-père lui offrit la plantation White House sur la rivière Pamunkey. Les épreuves de la guerre, puis vint la guerre civile. Rooney rejoignit l'armée confédérée en 1861, devenant officier de cavalerie sous le général J.E.B. Stuart. Il se révéla rapidement un chef brave et capable, commandant le 9e de cavalerie de Virginie et atteignant le grade de major général en 1863. En juin 1863, Rooney fut blessé lors d'un combat de cavalerie à Brandy Station. Pendant sa convalescence, il fut capturé par les forces de l'Union et emprisonné à New York pendant environ 8 mois avant d'être échangé début 1864. Tragiquement, la guerre dévasta la jeune famille de Rooney. Sa femme Charlotte mourut en 1863 pendant qu'il était prisonnier et leurs 2 petits-enfants décédèrent également de maladies durant la guerre. À la fin du conflit, Rooney avait perdu sa maison, sa femme et tous ses enfants. Après l'effondrement de la Confédération, Rooney retourna à la vie de plantation. En 1867, il retrouva le bonheur en épousant Mary Tabb Bolling, une Virginienne. Ensemble, ils eurent plusieurs enfants, perpétuant ainsi la lignée Lee. Rooney ne resta pas à l'écart de la vie publique. Dans les années 1880, il servit comme représentant démocrate de Virginie au Congrès américain. Fait remarquable, moins de 25 ans après avoir combattu contre les États-Unis, le fils de Robert E. Lee prêta serment à la Constitution américaine et servit dans la même capitale que les soldats de l'Union avaient défendu au prix de leur vie. À l'automne 1891, Rooney Lee mourut à 54 ans des suites d'une maladie alors qu'il était encore membre du Congrès. De tous les enfants Lee, Rooney parvint peut-être le mieux à équilibrer un retour à la normalité avec le service public. Anne Carter Lee, la Rose, trop tôt fanée. Née en juin 1839, Annie était connue pour sa nature douce et gentille. Son père l'appelait affectueusement « ma douce Annie ». C'était une présence chaleureuse et enjouée dans la famille, souvent taquine avec un sens de l'humour autodérision. Annie était également très proche de sa jeune sœur Agnès, de seulement 2 ans, sa cadette. Elles étaient inséparables, au point que les proches les appelaient « les filles » ou comme 2 roses jumelles sur une même tige. Avant la guerre, Annie avait un rôle spécial dans la famille. Lorsque l'arthrite rhumatoïde de leur mère s'aggrava à la fin des années 1850, Annie prit en charge la gestion du foyer et aida même à éduquer sa petite sœur Mildred. Elle avait un cœur bienveillant, défiant la loi virginienne. La jeune Annie enseigna discrètement aux enfants esclaves d'Arlington à lire et écrire la tragédie de 1862. Lorsque la guerre éclata, Annie, alors âgée de 21 ans, vit sa vie bouleversée. En 1862, elle rejoignit sa mère et les autres filles chez des amis en Caroline du Nord. Tragiquement, Annie contracta la fièvre typhoïde en août 1862. Malgré l'espoir qu'un changement de climat l'aiderait, son état empira. Agnès et leur mère Mary la soignèrent désespérément. Agnès ne quitta jamais son chevet, allant même jusqu'à se glisser dans le lit pour la réchauffer lorsqu'elle tremblait de fièvre. Le 20 octobre 1862, Annie Lee mourut à seulement 23 ans. Ses derniers mots furent un doux appel à sa sœur « Où est Agnès ?» Un deuil déchirant. La perte d'Annie fut un coup émotionnel dévastateur pour les Lee. Au loin, en Virginie, le général Lee s'effondra et pleura en apprenant la mort de sa fille. Eleanor Agnes Lee, la gardienne de la mémoire. Née en 1841, Agnès était la 5e enfant des Lee et la 3e fille. Tandis qu'Annie était la joyeuse, Agnès était connue pour sa piété, son intellect et sa force tranquille.
Enfant, elle tint un journal pendant 5 ans chroniquant la vie quotidienne à Arlington. Grâce aux écrits d'Agnès, les historiens ont beaucoup appris sur la vie domestique intime de la famille Lee. La guerre envoya Agnès et Annie loin de chez elle, et finalement Agnès regarda son compagnon le plus cher s'éteindre. Perdre Annie en 1862 brisa Agnès. Elle avait 21 ans, et en quelques mois, elle endura un autre chagrin personnel. Vers Noël 1862, Agnès reçut la visite d'un cousin éloigné et ami d'enfance proche, Horton Williams. On soupçonnait qu'Horton et Agnès étaient amoureux et pourraient se fiancer. Nul ne sait exactement ce qui se passa entre eux durant cette visite. Horton partit brusquement. 6 mois plus tard, en juin 1863, Horton Williams fut arrêté et exécuté comme espion par les forces de l'Union. Agnès fut de nouveau écrasée par le chagrin. Malgré sa tristesse, Agnès poursuivit avec dévotion. Après la reddition confédérée en 1865, elle tomba elle-même malade de la typhoïde, mais se rétablit. Elle devint une présence gracieuse dans la société de Lexington, mais refusa tous ses prétendants. Les pertes de sa sœur et d'Horton semblaient avoir éteint tout désir de mariage. En 1870, lorsque le général Lee mourut, ce fut Agnès qui prépara son corps pour les funérailles. Après l'enterrement de son père, Agnès entra dans une période de deuil profond. Sa santé déclina. À l'automne 1873, elle développa une maladie intestinale. Le 15 octobre 1873, Agnès mourut à 32 ans, 3 ans et 3 jours après la mort de son père. Sa mère Mary, déjà en mauvaise santé, fut dévastée et décéda seulement 3 semaines plus tard, le 5 novembre 1873. Agnès fut inhumée dans la chapelle Lee à Lexington. Comme ses sœurs, elle ne se maria jamais et ne laissa pas de descendants. Robert E. Lee Jr., l'humble chroniqueur, connu sous le nom de Rob ou Bob, il était le plus jeune fils, né en 1843. Il n'avait que 18 ans au début de la guerre civile, encore étudiant à l'université de Virginie. Initialement, sa mère tenta de le dissuader de rejoindre l'armée, mais en 1862, Rob ne put résister à l'appel du devoir. Il s'engagea comme simple soldat dans l'artillerie de Rockbridge. Année de guerre, il existe une histoire poignante de la bataille de Sharpsburg, Antietam, en 1862. Le jeune Rob, servant une batterie d'artillerie confédérée, ne réalisa même pas que son père était à proximité jusqu'à ce que le général Lee s'approche de son unité. Couvert de crasse de poudre à canon, Rob s'attendait à une reconnaissance paternelle, mais Lee ne reconnut pas son propre fils au premier regard. L'interaction fut brève et stoïque. Rob servit jusqu'à la toute fin de la guerre. En avril 1865, son cheval fut abattu sous lui et il fut séparé de l'armée. Pendant presque un mois, les Lee ne surent pas ce qui lui était arrivé. Les 3 fils du général Lee survécurent à la guerre, ce que leur mère considéra comme une bénédiction. Vie de fermier et d'écrivain. Après 1865, Rob se consacra à ce qu'il aimait vraiment, être fermier. Comme Rooney, il avait hérité d'une propriété de son grand-père Custis, la plantation Roman Coke. Les gens qui le connaissaient décrivaient Rob comme le plus humble des enfants Lee. En 1871, à 27 ans, il épousa Charlotte Axall, une belle de Richmond. Tragiquement, Charlotte mourut quelques mois après le mariage en 1872. De nombreuses années plus tard, en 1894, il se remaria avec Juliette Carter, avec qui il fonda enfin une famille. Rob eut 2 filles, qu'il nomma Anne Carter Lee et Mary Custis Lee, en l'honneur de sa sœur perdue et de sa mère. La contribution la plus significative de Robert Jr. à l'histoire fut peut-être en tant qu'auteur. En 1904, il publia Recollections and Letters of General Robert E. Lee, un livre compilant ses souvenirs personnels et de nombreuses lettres privées de son père. Cet ouvrage fournit des perspectives inestimables sur la vie quotidienne à Arlington et le caractère de son père. Robert E. Lee Jr. vécut pour voir le XXe siècle. Il mourut le 19 octobre 1914 en Virginie à l'âge de 70 ans. Par alors, il était l'un des derniers enfants survivants de Robert E. Lee. Il fut enterré à Lexington avec ses parents et ses frères et sœurs. Mildred Child Lee, Precious Life, la dernière flamme. Née en 1846, Mildred avait 16 ans de moins que son frère aîné Custis. Elle arriva comme une délicieuse surprise pour ses parents qui la surnommèrent Precious Life, vie précieuse, plus tard raccourcie simplement en Life. De tous les enfants, Mildred eut la vie la plus longue et peut-être la plus inhabituelle, passant la majorité de son existence dans l'ère d'après-guerre, célibataire et dévouée au devoir familial. Lorsque la guerre éclata, la jeune Mildred dut mûrir rapidement. Elle était en pension en Caroline du Nord en 1861, mais à 17 ans, l'école ferma à cause du conflit et elle rejoignit sa mère et ses sœurs à Richmond. Mildred fit sa part pour la cause sudiste. Elle tricota des chaussettes pour les soldats et se porta même volontaire comme infirmière dans les hôpitaux confédérés. En avril 1865, Mildred était avec sa mère et ses sœurs à Richmond, lorsque la ville tomba et brûla autour d'elle. Après, à Appomattox, le général Lee rejoignit sa famille, et lui et Mildred se rapprochèrent, faisant de longues promenades ensemble le soir.
Lorsque la famille s'installa à Lexington, Mildred put enfin vivre à plein temps avec son père. Elle devint sa compagne d'écriture et son assistante. Lee la taquinait sur sa terrible écriture, ses talents culinaires limités et son nuage perpétuel de chat, mais toujours avec affection. Durant la maladie fatale du général Lee en 1870, Mildred s'assit à son chevet pendant la journée. La vie de Mildred n'avait peut-être pas été remplie des accomplissements spectaculaires de ses frères, mais à sa manière douce et fidèle, elle préserva la dignité et la chaleur de l'héritage Lee jusqu'au XXe siècle. Grâce à Rooney et Rob, plus de 20 descendants directs de Mary et Robert E. Lee étaient de vivants au XXIe siècle, assurant la continuation de la lignée familiale. Chacun des 7 enfants Lee traça son propre chemin dans un monde transformé par la guerre, portant à sa façon le poids d'un nom illustre et d'un passé troublé.